c'est bon pour l'avoir enregistré, pour si vous voulez l'avoir ou les revoir pour les résidents plus tard. Alors, D'accord, docteur. nous allons commencer la session du cataracte pédiatrique, cataracte congénitale. Je vais montrer des chirurgies. Et puis, nous pouvons nous parler et faire des interactions et des questions. Je vais montrer une cas et on peut discuter, faire des questions et tout ça. Alors, aujourd'hui, on va parler du cataracte congénital. La semaine dernière, nous avons parlé du glaucome congénital, mais on va montrer des chirurgies du glaucome congénital aussi. On va parler de classification des cataractes pédiatriques, comment est-ce qu'on va l'évaluer, la signification visuelle, parce qu'ils sont tous que pas tous les cataractes ont besoin de chirurgie. Alors, on va voir quels sont lesquels ont besoin de chirurgie et lesquels autres, la gestion de la maladie, la technique chirurgicale, quand est-ce que nous allons mettre des lentilles intraoculaires. Et là, on va commencer par dire qu'avec la classification morphologique, on peut avoir une idée si la cataracte va affecter la vision ou non. Ce qu'on dit, il a des significances pour le développement de la vision. Quand les cataractes sont centrales dans le suture, on dit le U, et on sait qu'ici est central, très probablement, il va affecter la vision. Alors, ce sont des cataractes qui ont besoin de la chirurgie presque toujours. Ici, il y a une photo qu'on peut voir d'un syndrome de Down, de trisomie 21, qui beaucoup de fois, quand ils ont des cataractes, ce sont dans la suture bien centrale. Alors, si le cataracte est central, si l'opacification est centrale, on peut dire qu'il va affecter la vision et il a besoin de chirurgie. Mais il y a quelques cataractes qui ont des zones centrales qui sont claires et des autres qui sont plus denses, plus opacifiées. Et ce sont des cataractes lamellaires. On dit que ce type de cataracte, fréquemment, nous le trouvons pas dans les premières semaines de vie, mais plus tard, quand l'enfant a 2 ans, 3 ans, 5 ans et plus 7 ans. Et parce qu'il n'a fait pas le développement de la vision dans la période critique de la vision qui est les premières 60 jours de vie et quand la fixation se développe. Et alors, ce type de cataracte n'est pas si urgent, mais bien sûr, beaucoup de fois, on a besoin de les opérer. Mais ce type de cataracte, comme il y a des zones claires dans le moyen, et l'enfant peut développer la vision. Et il est très fréquent qu'il n'arrive pas avec le nystagmus. Et on sait que quand l'enfant arrive avec cataracte congénitale, le nystagmus, c'est un signe d'une affection très grave de la vision, une amblyopie très sévère, presque irréductible. Alors, c'est pour ça que c'est important d'essayer de voir la morphologie de la cataracte, de l'opacification du cristallin, pour savoir comment est-ce qu'il a affecté le développement de la vision les premières semaines de la vie. Parce que c'est ça ce qui nous va dire l'urgence de faire l'opération. Il y a quelques autres morphologies de la cataracte qui nous dit d'une affection systémique, et comme ceci, par exemple, de la sous-capsulaire antérieure, qui a comme une morphologie du cône antérieur, et ce sont très rares, mais quand nous voyons ce type de cataracte, et il s'est associé avec une maladie systémique, le syndrome d'Alport, qui affecte aussi le rein et les kidneys.
le rein. Et alors, c'est pour ça qu'il est aussi important d'essayer de voir la morphologie, parce qu'il y a quelques cataractes qui ont significance pour la maladie systémique. Le cataracte polaire antérieur, il n'est pas très grand, il n'est pas si dense, mais il a importance parce que cette morphologie, il s'agit toujours avec l'amblyopie, pas par la opacification, mais parce qu'il s'associe aussi avec des anisométropies. Il y a 30% ou 40% de ces enfants qui ont ce type de cataracte, qui ont amblyopie, qui sont amblyopes, et parce que là, ils ont aussi de anisométropie, quelquefois d'astigmatisme ou d'hypermétropie, et c'est pour ça que c'est aussi important de voir la morphologie de ce type de cataracte. D'autres fois, c'est postérieur, ce n'est pas antérieur, l'opacification est postérieure, comme ceci, c'est le lenticône postérieur. Le lenticône postérieur est un type de déformation du cristallin qui va à l'humeur vitre, et la capsule postérieure est plus fin, plus faible, et c'est pour ça qu'il fait comme une cône, et il y a une opacification. Et ce type de cataracte aussi vont perturber le développement de la vision et faire l'enfant amblyope, parce qu'il y a aussi de l'anisométropie. Il a ce qu'on dit, quand on fait la rétinoscopie, on voit le réflexe comme un ciseau, on dit la façon d'un ciseau, parce qu'il y a beaucoup d'astigmatisme complètement irrégulier. Alors, ces enfants vont être amblyopes, pas seulement pour l'opacification, mais aussi pour la réfraction, pour l'irrégularité du stigmatisme qui ont ces enfants avec le cristallin qui n'a pas la forme normale. Ce type de cataracte, usuellement, il commence à s'opacifier quand l'enfant a 5 ou 6 ans. Alors, généralement, on voit ce type de cataracte plus tard dans la vie des enfants. Mais il y a toujours des fois qu'ils ont besoin aussi de chirurgie. Autre type de cataracte de morphologie qui aussi est postérieure, c'est la persistance vitreospirmaire. C'est une cataracte qui a une fibreuse et une fibrose dans le cristallin, et quelquefois aussi une artère, qu'on peut le voir ici. Et ce type de cataracte, c'est important parce qu'il peut être confondu avec le rétinoblastome et avec une tumeur. Et il faut savoir que jamais une rétinoblastome va avoir une opacification du cristallin. Mais il peut être confondre parce il peut avoir une calcification, comme le rétinoblastome. Et il y a un signe qui peut nous différencier avec le rétinoblastome, et que c'est la longueur de l'œil. Parce que ce type de cataracte, la persistance vitreospirmaire, il est très fréquent qu'il s'associe avec l'œil plus petit. Et quand on fait l'échographie, on voit que l'œil de la persistance vitreospirmaire est plus petit et n'est pas si long comme l'autre. Alors, c'est bon si nous avons doute de ce type de cataracte, et faire l'échographie oculaire pour voir la longueur, et nous va confirmer que c'est une cataracte et pas une tumeur, un cancer oculaire comme le rétinoblastome, si la longueur est plus petite. C'est une caractéristique très commune dans les persistances vitreeuses primaires. Ceci est un enfant vous pouvez voir ici, les parents étaient très préoccupés parce qu'ils pensaient qu'il peut être une tumeur. Il y a quelqu'un qui l'a dit, mais il peut voir les artères, le vase ici, et l'opacification. Mais ces enfants avaient une persistance vitreuse primaire. On a fait la chirurgie. On va montrer la chirurgie ici. Et
je vais montrer la chirurgie de celle-ci. Bon, je vais les montrer à la fin de la leçon. Et alors, ça c'est après la chirurgie. Il y a d'autres formes, le sapin de Noël, et ce sont quelquefois il y a des goulaires, beaucoup de goulaires, et on peut les associer avec d'autres maladies, comme dystrophie du muscle et dystrophie myotonique. Alors, c'est pour ça qu'on doit avoir les différentes morphologies de la cataracte. Il y a d'autres qui s'associent à des maladies métaboliques comme la galactosémie. Il a une morphologie comme on l'appelle la goutte d'huile. Quand on voit ce type de cataracte, il faut et chercher des maladies métaboliques comme les galactosémies. On doit suspendre le lait et tous ces produits de la lait parce que ce sont des cataractes qui s'associent à des maladies métaboliques. Con la cataracte, il y a une autre classification, pas seulement la morphologique, mais c'est très important de savoir si la cataracte c'est unilatérale ou c'est bilatérale. Quand la cataracte c'est unilatérale, on sait que c'est une maladie de l'œil seulement qui ne jamais va s'associer à une maladie systémique et à un autre type de maladie. Alors, on n'a pas besoin de l'investiguer des points systémiques, des autres maladies. Toujours, c'est très commun comme exemple, c'est le lenticone. Nous l'avons vu dans des photos, et persistance vitreuse primaire. Et alors qu'on sait unilatéral, on doit seulement chercher du titre de toxoplasmosis, d'autres maladies infectieuses comme le cytomégalovirus, l'herpès et tout ça. Mais on doit savoir que quand la cataracte c'est unilatéral, est toujours une maladie de l'œil seulement. Quand la cataracte c'est bilatéral, il faut toujours demander des antécédents familiaux parce que c'est très commun. Ici, c'est une photo où les deux enfants ont cataracte, la mère a cataracte, le grand-père a cataracte congénitale, alors il est autosomique dominant. Et c'est pour ça que quand c'est bilatéral, toujours, il faut investiguer la famille, les antécédents familiaux. Ici, c'est un enfant que nous l'avons vu. Son père avait cataracte, alors il l'a emmené au pédiatrique immédiatement après qu'il est né. Et toujours, les parents le demandaient aux ophtalmologistes qu'il n'y a pas de cataracte, il n'y a pas de cataracte. Les parents avaient eu cataracte, le grand-père aussi. Alors, c'est pour ça qu'on a pu trouver la cataracte et quand il était jeune, il avait quelques mois seulement. Et puis, il a commencé avec une œil, l'œil gauche, et puis l'œil droit. Tu peux voir la symétrie que l'œil gauche est très, très dense et l'œil droit est moins, plus léger. Alors, on a fait la chirurgie d'abord dans l'œil gauche et puis dans l'œil droit. Et puis, il a commencé à être plus dense dans l'œil droit et nous l'avons fait comme ça. Ça, c'est plusieurs années plus tard, quand l'enfant avait 5 ans ou quelque chose comme ça, vous pouvez voir, 2 ans, et la lentille de contact, vous pouvez voir qu'il est dilaté, ici, la capsule rexix postérieure et la capsule postérieure, et l'enfant est en train de porter des lentilles de contact. On va parler de ça plus tard. Mais quand c'est bilatéral aussi, il faut penser d'une maladie systématique. Le Hallermann-Streiff, le Lowe syndrome, qui est un syndrome X-linked, aussi avec des problèmes rénal. Et Hallermann-Streiff, c'est un problème du visage. Nous l'avons fait le diagnostic immédiatement parce qu'on a vu le visage. Et les autres
de la rubelle, trisomie de la 14e, nous avons parlé du métabolique, de maladie métabolique qui peut s'associer aussi à la cataracte, le syndrome d'Alport et une maladie rénale, maladie de Fabry, qui c'est une autre maladie métabolique. Alors, conseil bilatéral, on doit penser à d'autres maladies associées à la cataracte. Mais quand il est unilatéral, on peut être tranquille qu'il ne va pas être associé à d'autres. Et c'est très commun, comme nous avons vu dans la trisomie 21, les syndromes de Down, que ces malades ont du cataracte. À gauche, on peut voir le bébé avec le cataracte. Et quand il est né, le pédiatrique a immédiatement ordonné une évaluation et on a pu faire la chirurgie immédiatement. Et cet enfant a porté des lentilles et des contacts immédiatement. Et alors, il a pu développer la vision très bien. Et puis, nous avons mis des lentilles intraoculaires quand le bébé avait 2 ans de vie. Alors, et quand il est bilatéral, d'autres maladies systémiques, peut-être le syndrome Hallermann-Streiff, que c'est une maladie dont la lignée est très, très mince, il ne veut pas respirer. Et, il y a des autres manifestations. Et c'est ici, comme ce bébé, nous l'avons vu, et, parce que immédiatement, nous avons fait le diagnostic, on a vu cette opacification, mais ce type de cataracte s'associe aussi à des autres maladies. Et ce bébé ne pouvait pas respirer, c'est pour ça que la bouche est ouverte tout le temps. Alors, on a ordonné une évaluation systématique et le pédiatrique a confirmé le diagnostic de Hallermann-Streiff. L'important, c'est que la cataracte peut, quand elle est bilatérale, et être associée à d'autres maladies systémique. Ça, c'est après la chirurgie de l'œil gauche. Et on peut voir que c'est de la même façon que l'autre exemple que nous avons vu. L'œil droit a commencé à être pacifié plus semaines plus tard. Alors, on a fait la chirurgie d'abord dans l'œil gauche et puis dans l'œil droit. Et cet enfant, on a pu le mettre du lentille intraoculaire. Et on a vu plusieurs années plus tard, il est en train de... Bon, elle a fait une vie complètement normale parce qu'on a pu faire la chirurgie et faire le diagnostic immédiatement après que l'enfant a été né. C'est même garçon, même enfant. Et après la chirurgie, avec les lentilles du contact ici dans les 2 yeux, on peut voir les bords de la lentille du contact dans la photo ici. Et plusieurs années plus tard, on a pu faire la chirurgie pour les lentilles intraoculaires. D'autres syndromes avec la rubelle, il faut le syndrome de Lowe aussi, ce sont des autres maladies associées à des cataractes congénitales qu'on doit le chercher. Et il y a quelques fois que la cataracte, c'est seulement qu'un problème. Et ils ont aussi des autres problèmes. Ici, dans l'aniridia, ici, dans cette photographie, on peut voir ce syndrome de Peter syndrome, qu'il y a du synéchie avec la cornée, le cristallin, et quelquefois tout l'angle est fermé aussi. Alors, c'est un problème, la cataracte, mais aussi il faut savoir qu'il faut traiter le glaucome comme on va le voir plus tard. Ici, c'est notre cas et on peut voir que l'œil est plus petit, la cornée, le diamètre de la cornée sont plus petits et on a fait la chirurgie dans ces cas pour libérer la synéchie et cet enfant est aphakie, mais il a pu développer un peu de vision. Il n'est pas d'aveugle dans ce œil-là. Comme on l'a vu, ce sont différentes photographies de lenticône postérieur. Et ici, cet enfant, comme nous avons dit d'abord, il faut faire la chirurgie, pas seulement pour la pacification, mais pour l'amblyopie qui cause l'astigmatisme irrégulier du cristallin. Alors, il faut toujours, c'est très important dans l'évaluation du cataracte, avoir une ophtalmoscope direct
pour étudier les reflets rouges et pour faire la rétinoscopie et voir s'il y a de stigmatisme irrégulier ou régulier qu'il va mettre l'enfant à la myopie. Comment est-ce qu'on peut savoir si la cataracte est visuellement importante, s'il va interférer avec le développement de la vision? Bon, d'abord, la fixation. Comment est-ce qu'on va occluir un œil et on peut voir si l'enfant peut fixer. La fixation, c'est centrale ou s'il n'est pas centrale. C'est une façon gros de savoir si la cataracte affecte la vision ou non. Les reflets rouges, comme je dis, avec l'ophtalmoscopie directe, c'est aussi la plus facile de savoir si je peux voir, si avec l'ophtalmoscope direct, je peux voir dans l'œil, peut-être l'enfant peut voir aussi en dehors. Alors, c'est une façon très pratique d'évaluer si la cataracte est visuellement significative. La morphologie, comme j'ai montré dans le début de la leçon, la morphologie, on peut savoir s'il est central ou s'il est postérieur et probablement il va affecter le développement de la vision et il va avoir besoin de la chirurgie. S'il est plus de 3 mm, on va, si c'est central, postérieur, confluent, s'il n'y a pas de zone claire, alors probablement on doit faire d'opérations, il va affecter la vision. On doit savoir que l'enfant, c'est difficile d'évaluer la qualité de vision, l'enfant ne parle pas, alors c'est pour ça que la morphologie, que la rétinoscopie et que la mesure d'opacification va nous aider à savoir s'ils ont besoin de la chirurgie ou non. Et le timing, quand est-ce que nous allons faire l'opération? On sait très bien, et dans les 1980, le groupe du Columbus, d'Ohio, aux États-Unis, ils ont découvert que quand les enfants arrivaient avec une cataracte congénitale depuis 2 mois de vie, ils commençaient avec des nystagmus. Quand il y a des nystagmus, on sait que la myopie est presque irréversible. Alors, c'est pour ça qu'on a mis le mot de période cruciale du développement de la vision et que nous savons que ça, c'est dans les premières 60 jours, 70, 60 jours de vie. C'est pour ça que c'est très important quand la cataracte, on sait qui affecte le développement de la vision, faire la chirurgie presque immédiatement. Et il y a 20 ans, je faisais la chirurgie dans les premières 10 jours, 15 jours de vie. Maintenant, et on sait que l'anesthésie peut interférer avec le développement aussi du cerveau. C'est pourquoi maintenant, on fait les chirurgies après le premier mois de vie. Parce qu'il faut, et c'est très important aussi d'évaluer, n'est pas seulement la vision, mais aussi le développement du cerveau de ces enfants qui sont très petits. Il y a quelques fois qu'on ne peut pas faire la chirurgie parce qu'il y a des raisons économiques, biologiques, des différentes raisons. Alors, c'est pour ça que Ken Wright a commencé à faire l'occlusion bilatérale jusqu'au jour de la chirurgie pour qu'il n'interfère pas avec le développement de la vision. Et c'est comme mettre l'enfant dans l'utérus parce que s'il a une cataracte et on ne peut pas le faire, c'est une chose qu'ils ont commencé à penser. Cet enfant ici, écrit dans un journal, cet enfant avait une trauma dans la naissance, il avait une hémorragie dans l'humérus vitre. Alors, ils ont fait une occlusion bilatérale pendant 20 jours. Et
jusqu'à l'hémorragie de la tumeur vitreuse a pu se résumer. Et l'enfant a développé la vision normalement. Alors, c'est une question à penser. Si on ne peut pas faire une opération, et on peut faire l'occlusion bilatérale pour n'interférer pas dans le développement de la vision. Mais ça doit se faire immédiatement après la naissance. Il y a quelques fois que la cataracte n'est pas si important et l'opacification n'affecte pas l'axe visuel, et comme c'est ce cas ici. C'était un enfant que le grand-père était mathématicien, il était très, très intelligent, il me disait, je ne vois pas que ce cataracte est total, c'est partiel. Est-ce qu'on peut attendre un peu plus tard pour faire l'opération? Et bon, c'est ça ce que nous avons fait. Et nous avons attendu jusqu'à 2 ans de vie. Et c'est dans ces temps que nous avons fait la chirurgie et nous avons pu mettre la lentille intraoculaire parce qu'on ne peut pas mettre de lentilles intraoculaires avant les 2 ans de vie. Et dans ces cas, ce qu'on fait quand la cataracte est partielle, on fait la dilatation du l'œil avec la cataracte et l'occlusion partielle 2 heures par jour, 3 heures par jour dans l'œil de l'autre contralatéral. Alors, quand la cataracte n'est pas complète, n'est pas générale et l'opacification est partielle, on peut faire un traitement de la dilatation de la pupille et l'occlusion contralatérale. Ici, on peut voir un autre cas d'un enfant qui a une opacification d'un œil, mais les partiels. Et quelquefois, on peut chercher la fixation et faire du test avec le prisme pour voir si l'enfant peut fixer avec l'œil de la cataracte et il n'a pas besoin de chirurgie. On peut les traiter l'amblyopie. Il y a aussi des situations quand il y a des cataractes, mais aussi des altérations visuelles postérieures, la lésion du cerveau. Il y a quelques fois que l'enfant est prématuré, mais quand même, vous pouvez voir ici que la opacification est très dense, alors cet enfant a besoin de la chirurgie quand même. Pourtant qu'il a des altérations visuelles postérieures. Maintenant, comment c'est la technique chirurgicale? C'est différent de la cataracte des adultes. Ici, c'est bimanuel, alors on doit faire une parasynthèse des chambres antérieures. On va faire la capsulectomie antérieure mécanique, on va voir dans les vidéos. Et c'est plus difficile ici faire la capsule rectix antérieure comme les adultes parce que c'est très élastique, alors il va s'ouvrir, alors il va changer complètement la morphologie des capsulectomies antérieures. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile avec le vitrectome. On fait la capsulectomie avec le vitrectome et puis on fait l'aspiration des cristallins et la vitrectomie. C'est très important, la vitrectomie. Et toujours, on va avoir la différence des adultes dans les cataractes qui sont pédiatriques. Il va y avoir toujours une opacification des capsules postérieures. Alors, on doit faire la vitrectomie antérieure. C'est très important. On peut dire que dans la situation pédiatrique, la plus importante, c'est la vitrectomie antérieure. C'est très important de faire ça avec le vitrectome. On peut le faire pour les chambres antérieures ou quelquefois, il y a des autres chirurgiens qui préfèrent le faire pour la chambre postérieure, la chambre vitre. Il faut la parasynthèse, l'incision et 3 mm dehors le limbe et le fait dans les humeurs vitres. Mais c'est très important, la vitrectomie. Nous savons que si l'enfant peut nous aider à faire le laser JAG, il y a depuis 4 ans ou depuis 5 ans, ça dépend de l'enfant, on peut laisser la capsule postérieure
et on sait qu'il va se opacifier, mais on peut faire le JAK depuis, depuis un mois, 2 mois, où on peut constater l'opacification des capsules postérieures. C'est là qu'on doit faire la capsulotomie avec le JAK. Alors, on peut dire que d'abord, les 4 ans de vie, on fait toujours une vitrectomie et une capsulectomie postérieure. Et depuis les 4 ans de vie, si l'enfant nous aide à faire les JAK laser, on va traiter la capsule postérieure avec les JAK. Mais ça dépend de la maduration, des collaborations de l'enfant. Mais presque 100%, c'est un travail qui a fait Ken Wright et Gabriela Salvador il y a longtemps, qu'ils ont trouvé qu'il y a depuis 10 mois presque tous les enfants en pacification de la capsule postérieure. C'est pour ça qu'ils font, à différence des cataractes de l'adulte, toujours traiter la capsule postérieure dans les cataractes pédiatriques. Comment est-ce qu'on va traiter la phakie? On sait qu'on ne peut pas. Bon, il y a des études qui disent maintenant que d'abord, un an de vie, on peut mettre des lentilles intraoculaires, mais on sait que dans le premier an de vie, ce n'est pas bon de mettre une lentille intraoculaire parce que la longueur de l'œil va changer beaucoup. Alors, il va être complètement différent, la réfraction. C'est pour ça que nous utilisons pour traiter la phakie de lentilles de contact dans les premières 2 ans de vie. C'est pour ça, pour la lentille cornéenne, c'est bon, on doit faire la rétinoscopie. C'est pour ça que tous les résidents doivent apprendre à faire la rétinoscopie parce que si on ne sait pas faire la rétinoscopie, c'est très difficile de pouvoir faire la prescription des lentilles de contact. Et bon, avoir la kératométrie, les opticiens ou quelqu'un doit savoir la kératométrie pour adapter la lentille du contact. Et la lentille du contact, c'est très important parce que si on fait la chirurgie d'une façon très bonne, mais nous ne savons pas quelle réfraction va avoir l'enfant avec les lentilles du contact, alors il va être amblyopes quand même. Il va avoir l'amblyopie. L'enfant va avoir de l'amblyopie. C'est pour ça que le traitement de la phakie avec les lentilles de contact, c'est très important. Et pour ça, il faut apprendre à faire la rétinoscopie. On peut voir ici les exemples des enfants. Il y a une bonne adaptation des lentilles de contact. Mais quelquefois, qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas faire l'adaptation des lentilles de contact? Bon, les lunettes de phakie, si l'enfant n'a pas de fusion, s'il a un strabisme, bon, alors l'anacéliconie ne s'agit pas de l'anacéliconie. Ici, on doit donner des lunettes pour traiter la phakie. Et c'est très important de traiter la phakie toujours, parce que sinon, on peut dire que la chirurgie, ça ne fait rien. Hein. C'est le traitement de la phakie aussi qu'on doit ajouter. Comme je dis avant, depuis 10 ans de vie, on peut mettre des lentilles intraoculaires. Il y a des discussions entre les ophtalmologistes pédiatriques et les chirurgiens des chambres antérieures, parce que généralement, les chirurgiens des chambres antérieures vont laisser l'enfant avec hypermétropie, parce que l'œil va continuer à s'élargir et pour que l'enfant soit hémétrope plus tard dans la vie. Mais nous, comme ophtalmologie pédiatrique, nous savons que l'hypermétropie va faire l'enfant amblyope. C'est pour ça qu'il est très important de savoir que la hypermétropie cause l'amblyopie. Mais la myopie, pas du tout. Alors la myopie, l'enfant, le monde de l'enfant, c'est tout près. C'est pour ça que la myopie n'affecte pas le développement de la vision. Bonsoir. Quoi, pardon?
Ce que je disais, c'est qu'il faut savoir que l'hypermétropie va interférer, va affecter le développement de la vision, mais la myopie, non, le monde de l'enfant est tout près. C'est pour ça que la myopie, ce n'est pas grave, mais l'hypermétropie va affecter le développement de la vision. C'est pour ça que ce n'est pas de problème d'avoir myopie avec la lentille du contact ou avec la lentille intraoculaire. Et on doit chercher, si on va mettre des lentilles intraoculaires, que l'enfant soit hémétrope. Hein? L'hémétropie, pas l'hypermétropie. Il faut se rappeler que l'hypermétropie va faire l'amblyopie dans l'enfant. Dans les premières 2 ans de vie, la longueur oculaire change dramatiquement. Et il y a ici dans un graphique qui peut nous montrer que les premiers 2 ans de vie, comme l'échange dioptrique de l'œil de l'enfant. Alors, c'est pour ça qu'on n'utilise pas les lentilles intraoculaires dans la chirurgie pendant les premières 2 ans de vie. Depuis 2 ans de vie, alors oui, on peut mettre des lentilles intraoculaires. C'est pour ça qu'on peut attendre jusqu'à 7 ans et utiliser des lentilles de contact, et ce sera beaucoup mieux. Depuis les 2 ans de vie, les changements dioptriques ou de longueur de l'œil est beaucoup moins. C'est pour ça qu'on peut utiliser des lentilles intraoculaires depuis 2 ans. Comment est-ce qu'on va faire l'ultrasonographie? Bon, si on a la coopération de l'enfant, on peut la faire dans la clinique. Sinon, on va faire en général dans l'anesthésie. C'est très important aussi pouvoir savoir la longueur oculaire, mais aussi la kératométrie. La kératométrie est très important pour faire le calcul des lentilles intraoculaires. Mais qu'est-ce qu'on va faire si l'enfant est affaqui avec lentilles de contact et puis nous allons mettre des lentilles intraoculaires? Et s'il y a des soutiens capsulaires, on les met dans les sulcus. S'il n'y a pas de soutien capsulaire, c'est parce que la cataracte est traumatique, la zonule est instable. Alors, on peut mettre des lentilles intraoculaires fixées à l'iris. On va montrer ça. Ceci, c'est un exemple d'un enfant qui avait persistance de vitraire primaire. On a fait la chirurgie, mais il n'avait pas le soutien n'était pas très bon. Et alors, on a mis une lentille qui est rigide, PMMA. C'est important de dire que ça ne fait rien. Ce n'est pas très important si la lentille est intraoculaire, c'est flexible ou c'est du PMMA ou n'importe quel matériel. Ce qui est très important, c'est la réfraction, que l'enfant soit hémétrope. C'est ça ce qui est important. Et il faut traiter de que l'enfant ne soit pas hypermétrope après la chirurgie. Ici, il y a des photos, on peut voir qu'il y a un peu de soutien. S'il a un peu de soutien capsulaire, on peut le mettre. Et cet enfant a fait l'occlusion, il a une très bonne vision depuis des traitements. On va puis montrer de chirurgie. Comme conclusion, on peut dire que la cataracte congénitale, ce n'est pas la même chose que la phacoemulsification de nos adultes. Il est très important qu'on traite l'amblyopie et l'aphakie pour le succès de la chirurgie. On va montrer des différentes situations de chirurgie. On va montrer la technique. Et ceci, bon, d'abord, je vais montrer
ces vidéos pour montrer la technique. On fait la parasynthèse dans la chambre antérieure. On peut voir que c'est une cataracte centrale, granulaire, avec le Villance. On fait l'entrée dans la chambre antérieure, puis on met un mainteneur. Bon, ici, nous sommes en train de faire la capsulectomie antérieure, qui est beaucoup plus facile avec le vitrectome, parce que, comme je dis, les enfants ont une capsule antérieure qui est très, très élastique. Il va à s'ouvrir quand on doit essayer. Il y a les chirurgiens du chambre antérieure, s'ils sont très experts, il y a beaucoup d'expérience, on peut le faire. Mais c'est une autre façon de faire la capsulectomie antérieure avec le vitrectome. On utilise très vite vitesse et l'aspiration douce pour ne pas. On voit ici comment on peut faire la capsulectomie antérieure à la vitrectome. C'est très important pour la chirurgie des cataractes antérieures d'avoir une bonne équipe. Puis on fait l'hydrodissection. Généralement, les enfants ont une cristallin qui est très, très douce, mais il est très sticky. Alors on doit, avec l'hydrodissection, puis on peut aspirer les cristallins très facilement après avoir fait l'hydrodissection. On change de main ici, de gauche à droite, pour aspirer complètement. Et on peut voir la capsule intérieure. Là-bas, on fait incision pour les lentilles intraoculaires. Dans ce cas, on met une lente intraoculaire dans le sac capsulaire, 3 pièces. Généralement, c'est difficile parce que ce sont des lentes qui ont une haute graduation, lentes de 30 dioptries, 32 dioptries, 36 dioptries, alors ce sont gros. Il y a peu d'espace parce que ce sont des yeux qui sont très petits. Et quelquefois, les lentes, ce sont des grands lentes dans des petits yeux. On doit le changer de position. Et puis, nous aspirons le matériel de Hilon. Il ne faut pas oublier d'aspirer, de faire une bonne aspiration, parce que pour la pression intraoculaire. Et moi, j'utilise beaucoup de myostat pour la pupille. Je vais montrer. Il y a quelques fois, si nous n'avons pas de soutien capsulaire, alors on peut mettre des lentilles qu'on appelle les artisans. Ici, c'est un enfant qui n'avait pas, l'œil est très petit, il avait moins de 2 ans de vie, mais les parents ne pouvaient pas mettre le lentille de contact tous les jours. L'enfant avait le syndrome de Down, il est très difficile le management du lentille de contact. Alors, on a fait la décision de mettre lentille de contact, lentille intraoculaire
plus tôt. Il avait 1 an de vie et 30 dioptries, vous pouvez voir. Et ces types de lentes sont plus petits. Ils ont l'avantage qu'on peut les changer plus tard quand le changement dioptrique de l'œil. Ce sont des lentes qui sont réversibles. Alors, dans le futur, on peut quitter ces lentes et mettre une lente permanente dans le sulcus. Ce sont des petites lentes qu'on appelle lentes artisan pédiatriques. Il faut leur donner avec 2 mois du temps. Parce que c'est ce qui fait les longs n'ont pas ça en stock. Il faut leur donner avec du temps. Et vous pouvez voir que c'est une lente qui est parfaitement fixée et très petite. Et alors, ce sont des lentes qui sont sûres et on peut les changer. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand l'enfant, c'est un enfant qui on a fait la chirurgie et puis les mamans, on disait que l'œil, elle trouvait que l'œil, ça élargit est très grand. Et alors, cet enfant a la glaucome de la Faki. Nous avons parlé du glaucome congénital la semaine dernière. On peut voir ici qu'il a du glaucome et alors on doit faire la trabéculotomie. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. On va voir ici la chirurgie. On marque 4 mm dans le sclérat. On fait le flap scléral. On est en train de tailler la flap sclérale. Comme on a dit la semaine dernière, il doit être profond pour pouvoir trouver le canal de Schlemm. On taille le flap qui doit être pas superficiel mais profond. Ça, c'est d'après la chirurgie des cataractes congénitales. On trouve le canal de Schlemm. On met le trabéculotome dans le canal de Schlemm. On ne doit pas, s'il y a des résistances, on ne doit pas continuer. Quand on met le trabéculotome, il n'y a pas de résistance, alors on peut dire que c'est le canal de Schlemm. Si on trouve du résistance, ce n'est pas le canal de Schlemm. Alors, c'est ça qu'on entrait le glaucome de la Faki avec la trabéculotomie. Mais maintenant, on va discuter du cas. Par exemple, ici, dans ce cas, qu'est-ce que vous voyez ici? On va faire des interactions avec vous. C'est une fille qui a eu une chirurgie du cataracte. Alors, elle a la Faki. Elle est en train d'utiliser une lentille du contact. Mais qu'est-ce que vous pouvez trouver ici dans cet enfant? L'œil droit regarde vers le haut. Elle a une myopie. Exactement. Alors, c'est un autre problème. Nous avons le problème du cataracte congénital, mais aussi nous avons le problème du strabisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici, dans cette situation? Qu'est-ce qu'on doit faire?
on doit traiter les deux choses. On doit traiter le cataracte, l'amblyopie, mais aussi le strabisme. Alors, on doit faire aussi la chirurgie du strabisme parce que sinon, l'enfant n'utilise pas la fixation, ne fixe pas. Et seulement, il fixe s'il y a de l'occlusion dans l'œil gauche. Alors, dans cette situation, il peut utiliser l'œil droit. Mais sinon, on peut dire que c'est la même chose, utiliser la rodille de contact ou pas utiliser parce que l'œil est complètement en isotropie. Alors, c'est pour ça qu'il faut traiter aussi le strabisme. Dans ces situations, on a fait la chirurgie du strabisme, mais aussi on a fait la chirurgie du cataracte en même temps. On peut voir, on a mis une lente artisane, lente intraoculaire, vous pouvez voir dans le chambre antérieure. Il n'avait pas de soutien capsulaire, et ça c'est Pluton. Alors, il faut aussi savoir qu'on doit traiter les deux choses en même temps. Ici, je vais montrer, c'est la même situation, le même enfant, et puis avec la chirurgie, et après la chirurgie, il a l'œil droite. Je vais montrer une chirurgie. C'est pas obligatoire qu'on fait en même temps, mais ici, dans cette situation, je suis en train de faire les deux chirurgies en même temps. Et d'abord, je fais la chirurgie du strabisme, et puis, dans le même acte chirurgical, je fais la chirurgie du cataracte. Dans cette situation, l'œil est complètement en isotropie, un strabisme convergent. Alors, je vais suturer les rectus médial avec la Vicryl 5.0. Et puis, depuis avoir suturé le muscle, on va, ici, nous sommes en train de fixer le muscle dans le sclérat 5 mm derrière l'insertion originale. Alors, nous sommes en train de faire, comme toujours, la chirurgie du strabisme. Et puis, après avoir fini cette chirurgie, on continue avec la chirurgie du cataracte congénital. On peut voir la fibrose ici, c'est une persistance vitreuse primaire. On met du matériel viscoélastique. On peut voir les sons, les fibreuses. Et on quitte la fibreuse oculaire. On ferme la chambre antérieure avec le nylon du 0. Et on a fait les deux chirurgies en même temps. Ça veut dire que l'enfant, d'abord la chirurgie, depuis la chirurgie, mais aussi c'est très important de savoir que ce n'est pas facile quelquefois pour la situation, l'anesthésie. Et c'est pour ça que maintenant, nous attendons jusqu'à 1 mois de vie ou 2 mois de vie. Nous parlons, c'est très important de parler avec l'anesthésiologie parce que c'est très important. Ce sont eux qui doivent décider aussi si on peut faire la chirurgie. Donc, toujours maintenant, ici, on peut voir. On peut voir l'enfant. Je vais montrer l'enfant après non, c'est la photo.
quand l'enfant se réveille immédiatement après la chirurgie. Bon, alors, on peut discuter des cas où nous pouvons, hein, si vous avez des questions pour la chirurgie du cataracte, de la congénitale, qu'est-ce que vous dites? Alors, docteur, si pour une raison quelconque, on n'arrive pas à faire les deux chirurgies en même temps, le strabisme et la cataracte congénitale, lequel on doit prioriser? Le strabisme et puis ensuite on fait la cataracte, ou bien on doit faire la cataracte d'abord et puis après on pourra faire le strabisme? Bon, et moi, je pense que ce n'est pas bon. Ça me fait, c'est pas très important qu'est-ce qu'on va faire d'abord, le cataracte, le strabisme. Mais ce qui est important, c'est d'agir, de s'occuper de deux choses. Et moi, je pense que c'est plus facile de s'occuper d'abord du strabisme et puis du cataracte congénitale ou lentille secondaire ou lentille intraoculaire. Mais on peut faire deux opérations depuis quelques mois. Mais ce qui est important, c'est de savoir que donc, les cataractes, il va avoir, c'est très fréquent, c'est presque 100% du cas vont avoir du strabisme. Alors, il faut savoir qu'il faut faire des chirurgies de strabisme aussi que la chirurgie des cataractes. Et moi, je préfère faire d'abord le strabisme et puis le cataracte, hein, pour savoir que l'œil va être pouvoir fixer, va être comme moins, va avoir une microtropie, mais pas un strabisme très, très grave. C'est pour ça qu'on préfère de faire la chirurgie du strabisme et après la chirurgie du cataracte congénital ou l'onde secondaire. D'accord, merci. Je peux vous emmener de ce que nous avons parlé avec j'écris tout ça, mon expérience en cataracte congénitale, en glaucome congénital en français. Alors, je peux vous envoyer Jean par mail et tout ce que j'ai parlé. D'accord, merci. Quelles autres questions? Je vous remercie, docteur Adolfo, pour la présentation. J'ai une question par rapport à l'enfant que l'on laisse à fac dans les 2 premières années de vie. C'est à partir de quel moment est-ce qu'on va décider d'ajouter la lentille? À partir de quel âge? Bon, et quand l'enfant est à fac, immédiatement après la chirurgie, généralement, on peut faire la rétinoscopie depuis 1 semaine, 2 semaines, mais immédiatement après la chirurgie, on doit corriger la phakie. C'est immédiat parce que l'enfant va commencer à fixer avec l'œil de la cataracte seulement qu'après la lentille de contact. D'abord, l'enfant va être sans cristallin après la chirurgie, sans cristallin. Et on peut dire que les moyens sont clairs, mais il n'a pas la correction. Il n'est pas, le monde de l'enfant, c'est tout près. Alors, ils ne peuvent pas fixer parce qu'il ne peut pas faire l'accommodation, il n'a pas de cristallin. C'est pour ça qu'il commence. Moi, je dis que l'enfant est né, cet œil est né après la lentille de contact. Parce que c'est ça quand l'enfant commence à fixer. Et on va traiter l'amblyopie seulement qu'après avoir mettre le lentille de contact. Avec la lentille de contact, on va corriger à la fois la vision de loin et de près pour l'enfant. Pardon?
la lentille de contact que l'on utilise, ça va permettre de corriger la vision de près et la vision de loin? Bon, c'est une bonne question. Toujours, on doit essayer d'avoir la myopie parce que l'enfant n'utilise pas la vision de loin. C'est pour ça que dans le premier rang de vie, nous devons essayer, avec la rétinoscopie, d'adapter l'onde du contact et que l'enfant soit myope de 3 dioptries. C'est pour ça qu'on doit essayer de corriger la vision du près, pas du loin. D'accord. Maintenant, à quel âge va-t-on ajouter la lentille intraoculaire pour l'enfant? Et ce que j'avais dit, depuis 2 ans de vie. Quand l'enfant a depuis, ça veut dire que si la famille peut utiliser la lentille de contact sans problème, on peut espérer. Mais quand l'enfant a 2 ans de vie, et on peut faire une opération pour la lentille intraoculaire. Ok, d'accord. Pour la rétinoscopie, on fait une full correction ou comment est-ce qu'on fait vraiment pour la rétinoscopie? C'est le résultat de la rétinoscopie que l'on prescrit à l'enfant? Oui. Ou on ajoute pour le rendre myope? Oui, c'est la rétinoscopie qui nous va dire quelle dioptrie a la lentille de contact. C'est pour ça que c'est pas facile pour les ophtalmologistes qui ne sait pas faire la rétinoscopie, quelle graduation va avoir la lentille de contact. Parce que les opticiens, généralement, ne savent pas faire la rétinoscopie. Et alors, on fait la dilatation après la chirurgie, 1 semaine après ou 2 semaines après, s'il n'y a pas du sang dans le vitre, dans la mémoire vitre, et si tout a bien passé, alors on fait la dilatation avec le phényléphrine, les gouttes que vous avez dans le cabinet, et on fait la rétinoscopie et on peut savoir s'il y a la 20 dioptries, 25 dioptries, 30 dioptries, 35 dioptries. Et généralement, on commence avec une lente plus vente, plus 20, plus 25, plus 30, et pour voir si le réflexe rouge change. Et c'est comme ça que nous faisons la rétinoscopie. Ok, d'accord. Docteur Adolfo, pour l'enfant qui a 2 ans, si vous faites l'opération à 2 ans, à l'âge de 2 ans, vous ajoutez la lentille intraoculaire. Maintenant, pour le suivi, est-ce que cet enfant-là aura apporté des verres de contact? Puisque l'axe antéro-postérieur va continuer à s'allonger dans le temps, est-ce qu'on n'aura pas besoin d'ajuster la vision au fil des années? Oui, généralement, oui. Et il va changer. Et il ne va pas changer si extrêmement comme les premières 2 ans de vie. Mais si l'enfant continue, comme vous avez dit, continue à s'élargir, l'œil doit s'élargir et il va être myopie, par exemple, parce que généralement, il continue à s'élargir, alors il va être myope plus tard. On peut adapter de lentilles de contact s'il va être myope, après avoir la lentille de contact, des lentilles intraoculaires, je veux dire. Alors oui, s'il va changer, par exemple, nous avons fait l'opération avec les lentilles intraoculaires à 2 ans. Et quand l'enfant a 5 ans, il est myope du 5 dioptries. Bon, on va ajouter une lentille de contact, en tout cas, ou des lunettes. Mais à quel rythme on fait ça? C'est tous les 2 ans, 3 ans? Comment il faut se faire? Généralement, ça dépend parce qu'il y a des yeux qui ne changent pas si vite. Et ils vont changer 2, 3 dioptries, 1 dioptrie. Et alors, c'est pour ça que c'est très important pour suivre ces enfants, faire la réfraction tout le temps, hein, tous les 2 mois, 3 mois, pour savoir si la réfraction du œil change. Mais il y a quelquefois qu'il ne change pas immédiatement. Alors, et ça dépend combien de dioptries que l'enfant va avoir. D'accord. Merci beaucoup, docteur Adolphe.
Quelles autres questions vous avez? C'est plus fréquent les cataractes congénitales que le glaucome congénital. Je ne sais pas si vous, à Haïti, vous avez beaucoup de enfants avec du cataracte congénital. L'incidence. Vous avez beaucoup de Oui, cataractes? nous en avons. On en voit assez souvent, disons. Ah. Bon, ici, à l'Argentine aussi, il est presque, hein, il est souvent d'avoir des enfants avec des cataractes congénitales. Mais c'est très important qu'on le peut diagnostiquer tôt dans le développement de la vision. Parce que sinon, il arrive avec le nystagmus, et quand il a le nystagmus, c'est un signe, comme j'avais dit, des très mal pronostic, c'est un signe d'un myopie très sévère, très grave. Et l'autre, vous avez d'autres questions? Bon, je vais essayer d'envoyer de résumé de ce que j'ai parlé du glaucome et du cataracte congénital. Mais dans le cataracte congénital, ce qui est le plus important dans la chirurgie, la technique, c'est la vitrectomie. La vitrectomie, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de fois que l'enfant a glaucome après la chirurgie, et c'est parce que la vitrectomie n'a pas été complète, n'a pas été bien faite. C'est pour ça que c'est très important la vitrectomie. Quelques autres questions? Bon, je vois que nous avons fini. Si vous n'avez pas de questions. Alors, cette fois, je puis enregistrer la leçon. La semaine dernière, nous n'avons pas pu enregistrer, mais cette fois, c'est enregistré. D'accord. D'accord, docteur.